C'est officiel, le Conseil des ministres d'hier a octroyé la 3e licence de téléphonie et l'acquéreur c'est Alpha Télécom. Quel est le montant de la transaction, l'impact chez les consommateurs? Le ministre Brahima Tolo répondra à ces questions dans ce journal. La criminalité, le grand banditisme, le ministre de la Sécurité intérieure réunit l'ensemble des acteurs, propose une batterie de mesures pour le district de Bamako et annonce l'annulation de la rencontre de la Dawa islamique, rencontre qui était prévue ce week-end ici à Bamako. 4 diplomates américains tués dans l'attentat de leur consulat à Benghazi. Après l'émotion, les spécialistes y voient une opération professionnelle planifiée de main de maître par des éléments d'Al-Qaïda. Nous sommes jeudi 13 septembre 2012. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Journal que nous ouvrons par ce communiqué de la présidence de la République par intérim. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni en session ordinaire ce jeudi 13 septembre 2012 au secrétariat général de la présidence de la République. C'était sous la présidence de son Excellence le professeur John Kounda Traoré, président de la République par intérim et président du Conseil supérieur de la magistrature. L'ordre du jour portait sur les nominations et affectations des magistrats et des questions diverses. Le président de la République par intérim, son Excellence le professeur John Kounda Traoré, a félicité les membres du Conseil supérieur de la magistrature pour la bonne tenue de la session. Le président de la République a saisi l'opportunité de cette session, on le voit sur ces images, pour exprimer la solidarité de l'ensemble du peuple malien aux populations du Nord. Le professeur John Kounda Traoré a, au cours de la session, rappelé aux magistrats l'importance de leur rôle dans le contexte actuel. Le président de la République a réitéré son appel à toute la famille judiciaire en général et aux magistrats en particulier pour l'observation des principes d'éthique et de déontologie en vue d'une saine distribution de la justice, surtout en cette période difficile que notre pays traverse. Le président de la République, le professeur John Kounda toujours, a enfin assuré les membres du Conseil supérieur de la magistrature de son accompagnement dans le cadre de la réussite de leur mission. Le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, lui, a reçu en audience successivement l'association des jeunes diplômés volontaires de l'APEJ et un groupe d'oulémas d'Arabie Saoudite. Si les jeunes volontaires sont venus parler d'une journée citoyenne qu'ils veulent organiser le 22 septembre prochain, à l'hôpital Gabriel Touré, les oulémas, eux, sont porteurs d'un projet de construction au Mali du siège des oulémas d'Afrique. Voilà, le temps de revenir sur cette audience que le Premier ministre, chef du gouvernement, a eu à accorder à ce groupe de jeunes d'APEJ et des oulémas d'Arabie Saoudite. Je pense que nous serons à mesure de vous parler du sujet suivant. Un troisième opérateur de téléphonie mobile pour notre pays, son nom Alpha Télécom Mali. Le cahier des charges concernant sa licence a été adopté hier en Conseil des ministres. Comment Alpha Télécom Mali, parmi tant d'autres, a pu acquérir cette 3e licence? Le montant de la transaction, on me fait que cet élément aussi suivra. On va voir maintenant l'élément du Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, qui, je le rappelle, a eu à accorder une série d'audiences à l'association, successivement à l'association des jeunes diplômés volontaires de l'APEJ et un groupe d'oulémas d'Arabie Saoudite. De ce processus-là, effectivement, il faut le signaler, a commencé depuis juin 2011, précisément le 17 juin, où il a été procédé à la mise en place du comité technique interministériel d'appui au processus d'attribution de la 3e licence. À la date limite du dépôt des offres, nous avons eu 8 candidats qui ont acheté les dossiers. Et donc, sur les 8, 5 ont effectivement
eu à déposer leurs documents. La transaction financière de la licence, je chiffre à combien? Le groupement Planor Monaco Télécom proposait 84 millions d'euros pour la licence, soit environ 55 milliards de francs CFA. Ils nous ont proposé un paiement en 2 tranches. C'est-à-dire une première tranche de 33 milliards qui devait être versée dans un délai d'1 mois, concomitamment à la remise de la licence. Il faut se dire que la décision du Conseil des ministres d'hier d'attribuer la licence ne sera effective que lorsque le consortium aura versé la première tranche qui est de 33 milliards de francs CFA. Et donc ça, pour cela, on leur a laissé un délai d'1 mois pour s'exécuter. Et à la suite de ça, ils auront 90 jours pour verser le reste, 22 milliards. Qu'est-ce que le gouvernement malien ou encore les consommateurs maliens peuvent attendre de nouveau, n'est-ce pas, avec l'arrivée de cette nouvelle société? L'attribution de la 3e licence obéit à une logique d'abord, c'est-à-dire l'ouverture du secteur à la concurrence qui fait partie des axes de la réforme du secteur des télécommunications prônée dans la déclaration de politique sectorielle des télécommunications du Mali. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il a été décidé d'attribuer une 3e licence à un opérateur téléphonique. Y a-t-il en ce moment des avantages exceptionnels accordés à la société pour l'aider à s'installer? En termes d'avantages, c'est seulement ce qui concerne le code des investissements. Il faut rester toujours dans le cadre des textes. Quand alors son installation définitive? D'abord, il faut qu'il mobilise cela. Donc si ces 33 millions viennent, donc nous, on pourra en ce moment leur délivrer l'attribution officielle de la licence. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez rectifié de vous-même. C'était là le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies sur l'attribution de la licence, de la 3e licence de téléphonie mobile. À présent, nous continuons le cours de ce journal. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a réuni ce matin au sein de son département l'ensemble des chefs de service en charge de la sécurité et de la protection civile à travers le district de Bamako, les maires et le gouverneur du district de Bamako. L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur les dispositions prises pour lutter contre la criminalité, le grand banditisme, et s'est prononcé justement sur l'événement de la Dawa islamique, événement qui devrait se tenir ce week-end dans notre capitale, Mahamadou Doumbia. Après une première réunion en date du 31 mai 2012 sur l'évaluation de la situation sécuritaire à travers le district de Bamako et environ, cette deuxième réunion spéciale a fait la situation sécuritaire, parler de l'application des mesures enclenchées pour, d'une part, lutter contre les malfrats et décourager toute personne tentant de commettre un forfait quelconque à travers le district de Bamako. Il sera aussi souhaitable que la force de sécurité aussi sache ce que donc les messages alors veulent aussi, n'est-ce pas, auprès d'eux, alors pour quand même, n'est-ce pas, que la sécurité des populations et de leurs biens donc soit améliorée. Concernant les mesures appliquées, il a été question de patrouilles mixtes organisées toutes les nuits de 21h à 6h du matin. Des checkpoints existent déjà en plusieurs endroits de la ville et selon les constats à ce jour, il y a baisse de la criminalité et des braquages. Les malfrats et ceux qui sont tentés de les imiter ne dorment plus que d'un œil. Nous avons travaillé à améliorer nos rapports et nos rapports sont aujourd'hui au beau fixe. Les rapports se sont très bien améliorés, ce qui fait que la situation du 31 mai à maintenant, nous avons constaté, c'est le constat que nous avons fait, nous avons constaté que la sécurité à l'intérieur de Bamako s'est bien améliorée. Ça, c'est une réunion générale. Mais nous aussi, à notre niveau, le gouverneur, les maires, les chefs de quartier, nous devons nous réunir pour tirer les conclusions de cette réunion générale et les appliquer sur le terrain. L'Assemblée générale qui était prévue par la secte Dawa à Mayambougou n'aura plus lieu au dire du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Les intéressés eux-mêmes ont écrit pour annuler la dite rencontre. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a adressé à tous les services en charge de la sécurité une lettre de félicitations afin d'encourager les forces de sécurité dans l'effort enclenché. Et pour aider les forces de sécurité dans leurs tâches, les populations doivent rester plus vigilantes, plus déterminées.
Les derniers préparatifs du pèlerinage 2012 au Mali sont en cours. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a rencontré aujourd'hui les membres de la commission d'encadrement des pèlerins de la filière gouvernementale. Objectif de la rencontre, c'était de déterminer les missions assignées aux différentes sous-commissions. Les missions dont l'exécution correcte permettra aux pèlerins d'effectuer le Hajj dans les meilleures conditions. Reportage Tchemoko Konati. Les pèlerins de la filière gouvernementale s'envolent le 27, 28 et 29 septembre prochain. Pour leur permettre d'effectuer les 5e piliers de l'islam dans les meilleures conditions, une commission d'encadrement a été mise en place. Cette commission, qui compte en son sein 65 membres, est divisée en 9 sous-commissions. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a déterminé au cours de cette rencontre les différentes missions dévolues à chacune d'entre elles. Il s'agit entre autres de l'hébergement des pèlerins, de la restauration, du transport et de la sécurité. On a essayé dans la commission d'avoir toutes les spécialités. On a des médecins, on a des infirmiers, on a et ceux qui sont allés à la Mecque plusieurs fois, on a des religieux, on a des imams. Nous voulons être sûrs que tous les pèlerins maliens, depuis le départ ici, les séjours à la Mecque et leur retour jusqu'ici, qu'à tout moment, ils auront quelqu'un à qui poser des questions, quelqu'un qui va pouvoir les guider dans tous les aspects concernant le pèlerinage. Certains critères ont prévalu à la sélection des membres de la commission. Le premier critère, c'est d'abord la compétence. Le deuxième critère, c'est le volontariat. Et ensuite, on met en avant l'expérience pour permettre de compléter ces 2 premiers critères. Pour l'exécution correcte des missions, le ministre a donné des instructions. La rencontre a pris fin par des bénédictions. La nouvelle zone industrielle de Dialakorobougou attire petit à petit les investisseurs nationaux et étrangers. Une bonne dizaine d'usines y sont déjà implantées ou en cours d'installation, parmi lesquelles des unités de recyclage de plastique, des productions de fer, entre autres. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a fait le constat sur le site qui s'étend sur 200 hectares. Le coût des travaux d'aménagement de la nouvelle zone industrielle est estimé à 9 milliards de nos francs. Mohamed Jara était présent sur le site aussi. C'était un terrain vide de 200 hectares il y a 3 ans. Aujourd'hui, tout l'espace est occupé. Il s'agit bien de la nouvelle zone industrielle de Dialakorobougou où des unités comme Metal Soudan ou Mali Steel Mills ont déjà pris leur quartier. Il y a aussi Kamagaz qui devrait augmenter la production du gaz au Mali de 40%. L'usine Berting Hall est la première à s'installer sur le site de la nouvelle zone industrielle. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Il a fallu 4 heures de temps au ministre pour faire le tour complet du nouveau site. C'est une visite qui nous a permis aujourd'hui de toucher du doigt les vrais problèmes liés effectivement à cette zone. Et le gouvernement du Mali a toujours mis au centre de ses préoccupations le développement industriel. Et c'est les unités industrielles qui créent la richesse. Ici, sur le site, nous avons pu constater qu'il y a effectivement beaucoup d'avancées. Et je profite également de votre micro pour remercier très sincèrement les unités industrielles qui se sont déjà installées. Malgré les investissements et les efforts gigantesques fournis, les patrons se plaignent de la lenteur des travaux sur le site. Des problèmes soulevés ont pour nom l'électricité, l'eau, les voies d'accès et j'en passe. La zone industrielle n'est alimentée que par une ligne de 15 000 watts. 15 000 watts, c'est insignifiant. Il y a aussi le problème d'assainissement. Le problème d'assainissement des déchets solides et des déchets liquides. Là aussi, c'est un gros problème dans une zone industrielle. Et en plus, les voies d'accès. Donc tous ces problèmes-là, c'est des problèmes importants que j'ai eu à souligner à M. le ministre. Ces problèmes devront trouver leur réponse dans le cadre des consultations prévues entre l'État et le patronat. L'État sera là, toujours là, pour accompagner ces unités industrielles, les soutenir, parce que cela y va même du développement de notre pays. Pour cela, beaucoup de choses ont été déjà faites. Asie Mali se veut plus agressif pour donner du tonus au secteur des investissements au Mali. Un 3e site sera aménagé dans les jours à venir à Sanankoroba.
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle était ce matin à la Fédération nationale des artisans du Mali. Dr Diallo Didia Katra était accompagné de quelques membres de son cabinet et c'était pour s'enquérir des conditions d'existence de cette structure créée en 1992, s'inscrivant dans le cadre des visites de courtoisie des structures rattachées à son département. Madame le ministre a pu découvrir la Fédération nationale des artisans du Mali qui compte aujourd'hui 70 unions, 996 associations pour 63 126 membres. À présent, un mot de l'actualité hors du Mali. Après l'émotion suite à la mort de 4 diplomates américains à Benghazi, les États-Unis voient la main du groupe terroriste d'Al-Qaïda. La situation relance ainsi le débat sur l'intervention militaire américaine sur les champs de guerre à travers le monde, et cela en cette veille d'élection présidentielle. La mort de 4 diplomates américains dans l'attaque à la roquette du consulat de Benghazi soulève une forte émotion aux États-Unis. La Maison-Blanche privilégiait jeudi la thèse d'un attentat prémédité au lendemain des commémorations du 11 septembre, y voyant une action planifiée de la mouvance Al-Qaïda, épargnant au passage les autorités et la population libyenne, troublées par un film caricaturant l'islam. Depuis la fondation des États-Unis, nous avons toujours respecté toutes les croyances et rejeté toute tentative de dénigrer les croyances religieuses. Mais il n'y a absolument aucune justification pour ce type de violence insensée. Le monde doit se lever pour rejeter clairement ces actes brutaux. Les États-Unis sont sous le choc après la mort de cet ambassadeur très engagé dans la défense des printemps arabes. Comment cela a pu se produire à Benghazi, une ville que nous avons sauvée des bombardements, a lancé mercredi Hillary Clinton. À 2 mois d'une élection présidentielle cruciale, la politique étrangère revient brutalement sur le devant de la scène. Les attaques en Libye et en Égypte confirment que nous vivons dans un monde dangereux, où le leadership américain est encore dramatiquement nécessaire. Face à cette violence, l'Amérique ne peut limiter sa responsabilité de diriger. L'attaque de Benghazi vient brutalement rappeler aux Américains la fragilité des transitions démocratiques dans le monde arabe, où les islamistes sont partout en embuscade. Le président Obama a annoncé l'envoi de marines pour sécuriser ses ambassades et aider à l'arrestation des meurtriers. Et pour être tout à fait complet sur ce chapitre, l'enquête sur l'attaque du consulat américain progresse. Des responsables libyens ont annoncé ce jeudi 13 septembre l'arrestation de suspects dans le cadre justement de l'enquête sur l'attaque contre le consulat des États-Unis à Benghazi. Nous revenons à l'actualité nationale. Tout à fait, juste pour vous dire que le sujet sur la série d'audiences que le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a accordé successivement à l'Association des jeunes diplômés volontaires de l'APEJ et un groupe d'oulémas d'Arabie Saoudite. L'élément est en place. Nous vous proposons de le suivre. L'Association des jeunes diplômés volontaires AJDV-APEJ Promotion 2012 est un contingent spécial de 5000 jeunes. Ces jeunes sont venus non seulement remercier le chef du gouvernement pour les efforts consentis, mais aussi l'informer de leur volonté d'organiser une journée de salubrité à l'hôpital Gabriel Touré. Cette journée dénommée Journée citoyenne se tiendra le 22 septembre 2012. Pour ce faire, les jeunes sollicitent un appui. Autre sujet évoqué par les jeunes, c'est le sort qui leur sera réservé à la fin de leur stage de qualification. Sur la question, le chef du gouvernement propose aux jeunes de mener ensemble la réflexion en vue de faire des propositions concrètes. Les oulémas de l'Arabie Saoudite sont porteurs d'un projet de construction du siège des oulémas d'Afrique. La réalisation de ce projet coûtera plus de 7 milliards de francs CFA. Nous avons choisi le Mali pour d'abord le rôle que le Mali joue à travers la Oumma islamique et l'histoire du Mali dans la propagation de l'islam depuis beaucoup de siècles. Nous avons aussi choisi le Mali parce que le Mali est un pays quand même stable, un pays
frère qui a fait beaucoup de choses. Et les relations aussi très intimes entre le Royaume de l'Arabie Saoudite et la République du Mali. Il y aura une grande mosquée qui va être un cadeau qui va être offert par le serviteur de deux saintes mosquées, le roi Abdallah, à l'endroit du peuple malien et africain. Le Premier ministre a donné l'assurance que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour la réalisation de ce projet. D'ores et déjà, les services techniques seront mis à l'œuvre pour étudier la faisabilité du projet. Avant de prendre congé, les ulémas ont remis un cadeau symbolique au chef du gouvernement. Voilà. La contribution du Parti pour l'action civique patriotique dans la gestion de la crise malienne, le sujet était au centre d'une conférence de presse animée hier par le président du dit parti. Yé Samake a regretté la situation politique et sécuritaire que vit le Mali depuis le début de l'année 2012. Le président Yé Samake a conclu en réitérant le soutien de son parti aux initiatives déjà déployées par le gouvernement. Les Dogons du Mali, aux côtés de leurs cousins à Plaisanterie du Nord qui vivent sous occupation des groupes islamistes armés. Une délégation de l'association de Djina Dogon, une délégation vient d'entamer une visite dans les 3 régions occupées. Il s'agissait d'aller s'enquérir de la situation des populations et de rencontrer les occupants. À Gao, première étape de la mission, la délégation de Djina Dogon s'est entretenue avec les responsables du Mujao, les notables, les jeunes et les marabouts de la ville. Les détails avec nos envoyés spéciaux à Gao, Dembawan et Bourama Traoré. Les Dogons en route pour le nord du Mali. Une mission de solidarité et de soutien à leurs cousins Soraï, Tamashek, Arabes et autres sous occupation des groupes islamistes armés. Le Bureau national de Guinée-Dogon en est initiateur. L'association s'est dit préoccupée par la situation de nos compatriotes dans cette partie du pays. C'est tout le sens de cette mission. L'objet réel de la mission est de venir prendre langue avec nos cousins des 3 régions du Nord pour enfin connaître ce qu'ils veulent, ce qu'ils proposent pour une sortie de crise. Première étape de la mission, la région de Gao. Sur place, la délégation de Guinée-Dogon s'est entretenue avec les notables, les jeunes et les marabouts de la ville. Tous restent attachés à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali. Au gouvernement, il demande plus d'actions concrètes pour la libération des territoires occupés. On en a assez. On est sur le rond. De ces gens-là, ils font de nous ce qu'ils veulent. On ne peut plus vivre, on ne peut plus aller et revenir. Donc la libération de ce pays, c'est ce que nous demandons et ce que nous souhaitons, quoi qu'il en soit. Auparavant, la délégation de Guinée-Dogon avait rencontré les responsables du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Mujao. 2 points essentiels ont fait l'objet de discussions. Le premier concerne l'application de la charia au Mali et le deuxième point est relatif au retour de l'administration dans les zones occupées. Sur ces sujets, les échanges ont duré près de 2 heures, au terme desquels les visiteurs se disent confiants. Je pense que si on y travaille sérieusement, la crise peut prendre fin. Et dans un très bref délai. Mais il faudrait que tout le monde s'y mette. Les responsables du Mujao ont fortement apprécié la démarche de l'association Guinée-Dogon. Seul bémol, ils n'ont pas voulu s'exprimer ni être filmés. Prochaine étape de la mission, la région de Kidal. Merci à nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Demba Wan. C'est parti depuis ce matin pour la 27e journée du SILS. Le SILS, c'est le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Les organisateurs ont saisi l'occasion pour faire connaître l'institution à travers certaines réalisations. Alpha Meiga, compte rendu. Le stockage de proximité est un instrument approprié pour une assurance alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. C'est à travers ce thème que la 27e journée du SILS a été célébrée ce jeudi 13 septembre 2012. Occasion de discuter pour faire connaître l'institution à travers certaines réalisations. Le SILS intervient dans pratiquement 5 domaines. L'appui aux politiques,
l'information est capitale. Parce que pour gérer les effets de la sécheresse, la recherche de la sécurité alimentaire, les questions environnementales, l'information est à la base. En plus de l'information, il faut former. Parce que la ressource humaine, c'est une ressource humaine bien formée qui effectivement fait avancer les choses. En plus de ça, il y a la recherche capitalisation. Parce que sans recherche, on ne peut pas avancer. L'histoire du champ, vous voyez vous-même, hein, le stockage de proximité, n'est-ce pas, est un instrument efficace pour la sécurité alimentaire. Et ce stockage, c'est ce qui permet de modérer les prix sur le marché. De 9 États membres en 2010, le nombre des États est passé à 13 en 2012 avec l'adhésion récente de la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Un indice crédible de dynamisme et surtout de vitalité. Aujourd'hui, le CILS joue un rôle majeur dans le développement du mécanisme de prévention et de gestion des crises alimentaires dans les pays du Sahel. Une évaluation décennale multibailleur réalisée en 2003 reconnaissait le bien fondé de cette organisation pour la sous-région, ainsi que la pertinence de ses missions et de ses interventions sur le terrain. Après la tenue de 4 communications scientifiques, l'assistance a visité quelques stands. De 2002 à nos jours, le Mali a déposé auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI plus de 70 demandes de brevets d'intervention et plus de 700 demandes d'enregistrement de dessins et de modèles industriels. Commémorée aujourd'hui ici à Bamako par la tenue d'une conférence débat, la journée vise à attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance de la propriété intellectuelle dans l'entreprise. Ramata Konaté, compte rendu. Cette année, pour célébrer la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, l'accent est mis sur 2 sujets. L'un porte sur les enjeux et le rôle de la propriété intellectuelle dans l'entreprise et l'autre sur la protection des œuvres industrielles, agricoles, littéraires et artistiques. Des mesures ont été déjà prises visant à mettre les créateurs de ces œuvres à l'abri de la contrefaçon en Afrique. Au Mali, les demandes de protection sont nombreuses en la matière. Concernant les dépôts nationaux, il y a eu 79 demandes de brevets d'invention, 557 demandes de marque, 700 demandes d'essais modèles industriels et puis 10 demandes de modèles d'utilité. Les secteurs qui font plus de demandes, c'est surtout le secteur de l'industrie, le secteur de l'artisanat, le secteur de l'agriculture. Par rapport au brevet, il faut que l'invention soit nouvelle, il faut que l'invention soit sur type d'application industrielle et puis d'activité inventive également. Des conditions à remplir parmi tant d'autres pour avoir le brevet d'invention. Il a une durée de protection de 20 ans et est valable dans les 16 États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. La journée africaine de la propriété intellectuelle, c'est aussi un regard rétrospectif sur les efforts déployés par le Mali en matière de lutte contre la piraterie. L'édition 2012 de la journée coïncide avec le 50e anniversaire de l'OAPI. Il convient de rappeler que le Mali est membre de cette organisation il y a de cela 28 ans. Échanger et discuter sur les stratégies et méthodes de travail afin de rendre performant le secteur agricole, c'est l'objectif d'une journée de concertation co-organisée par la Coordination nationale des organisations paysannes et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Amadou Ouattara. La mise en place de stratégies et méthodes de travail est l'objectif de cette journée de concertation. Une journée de concertation qui a mis autour d'une même table techniciens et producteurs de la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali et ceux de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM. La CNOP, c'est une association qui est adhérée à l'APECAM. Au Mali, la communication fait défaut, donc il faut toujours des concertations pour qu'il y ait une compréhension entre nous. Pour se comprendre, il faut des échanges de concertation pour qu'il y ait une compréhension. Tant qu'on n'est pas ensemble, on n'aura pas de résultat. Aujourd'hui, force est de reconnaître que ces 2 structures sont complémentaires et visent les mêmes missions et les mêmes objectifs, à rendre performant le secteur agricole. Les enjeux qui se posent au niveau de l'agriculture malienne sont énormes. Si nous voulons être un jour un pays
qui atteint sa souveraineté alimentaire, il est important que le monde rural travaille main dans la main. Donc c'est pour cela que nous nous sommes réunis. Comment on peut faire en sorte que les préoccupations des paysans à la base puissent être les mieux portées par les deux organisations? Comment on organise et planifie le travail ensemble entre les deux organisations? Comment on organise la prise de parole au nom du monde rural de façon cohérente? Donc c'est toutes ces questions d'ordre technique, politique et institutionnel que nous sommes venus aujourd'hui discuter. Cette journée de concertation qui va de l'intérêt des producteurs aura permis aux acteurs du monde rural de définir le rôle de chacune de ces organisations. Secteur agricole, toujours une mission de supervision nationale de la campagne agricole 2012-2013 vient de sillonner en compagnie des techniciens de l'agriculture de la région de Koulikoro certains champs de culture. L'objectif de la mission était de s'enquérir de l'état d'évolution générale de la campagne agricole. Dans l'ensemble, la physionomie de la campagne est jugée satisfaisante. Seydou Traoré. Des champs du Runérika au Niébé, en passant par les hectares de sorgho et maïs. Bref, dans toutes les parcelles visitées, la mission de supervision a touché de visu l'état de la campagne agricole 2012-2013 en deuxième région. Une campagne agricole caractérisée par l'installation précoce de l'hivernage et la bonne répartition des pluies dans le temps et dans l'espace. Globalement, la campagne se porte bien jusqu'à la date d'aujourd'hui. Il est vrai qu'on a démarré avec un peu de problèmes qui était dû au fait qu'on avait des problèmes de semences, on avait un problème alimentaire pour les producteurs, mais Dieu faisant bien les choses, la pluviométrie s'est vite installée. Cette installation précoce des pluies fait qu'à ce jour, les cultures vont de l'étape montaison à la maturité de façon générale en deuxième région. De passage dans les champs et après un échange avec les paysans et l'administration à Koulikoro, la mission de supervision s'est dit satisfaite et fonde beaucoup d'espoir dans l'atteinte des objectifs. Il y a vraiment de l'espoir. Donc par rapport aux réalisations, toutes spéculations confondues, les réalisations ont été atteintes. L'état végétatif des cultures est satisfaisant et les partenaires aussi bien que l'État ont beaucoup aidé les producteurs à avoir les intrants. Excepté la rupture dans l'acquisition de l'urée et des semences de maïs hybrides, la majeure partie des producteurs n'ont pas signalé de difficultés. Avec l'accompagnement des techniciens et l'engagement des producteurs, l'équipe de supervision a prodigué des conseils et encouragé les acteurs pour l'atteinte des objectifs. Nous sommes jeudi, l'interview de la semaine est au rendez-vous. L'interview de la semaine reçoit aujourd'hui le maire du district de Bamako. Au menu de l'entretien, plusieurs questions relatives à la gestion de la cité. Les inondations, la gestion des déchets solides et liquides, les questions foncières, entre autres. L'interview de la semaine à suivre après ce journal, une réalisation de Yaya Konaté. Et je rappelle, le maire du district de Bamako s'appelle Adama Sangaré. Ce communiqué de la Direction générale de l'ORTM qui informe ses fidèles auditeurs et téléspectateurs du cercle de Kita qu'en raison d'une panne due aux orages, les missions de l'ORTM ne sont pas reçues dans leur localité. Les techniciens sont à pied d'œuvre pour votre satisfaction. Dans les meilleurs délais, la direction s'excuse auprès de ses fidèles et sait compter sur leur habituelle compréhension. Voilà, sur ce, s'achève cette édition. Demain, 10h et 13h, vous serez en compagnie de Nyanya Aliou Traoré. Et d'ici là, continuons d'avoir une pensée profonde pour nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Et cela jusqu'à la libération totale du territoire. Nous ne les oublions pas. Très bonne suite de programme sur l'ORTM.